t'écrire une dernière fois. Oui, mais non, ça a changé depuis. Alors voilà, c'était une petite découverte donc d'un single qui vient de sortir de Morpho et qui s'appelle Mal Alpha. On peut le retrouver, ce morceau, sur toutes les plateformes si ça vous a plu. Et puis maintenant, on va parler un peu littérature avec Manuel Verlange, qui est déjà venu en studio parler de bande-annonce, pièce théâtrale sur la pauvreté en temps moderne. C'était un peu une fable sur, je dirais, la pauvreté qui devient tendance dans la société. Oui, tout d'abord, merci de cette invitation. C'est toujours très agréable de venir ici. Oui, le bande-annonce est un spectacle qui traite de la précarité, qui est une des rares matières qui connaît une excellente croissance pour le moment. Si elle devait être cotée en bourse, ça vaudrait le coup d'investir. Effectivement. Alors, le livre, c'est un peu une fable parce que on voit les riches qui vont aller vivre dans la rue, finalement, parce que ça fait chic. Alors la tendance, c'est effectivement le trottoir. Donc le mouvement, les trottoirs se remplissent, le mouvement va vers cette direction-là. Mais comme on ne veut pas abandonner une partie de la population, il y a des programmes qui viennent en aide aux gens qui vivent d'une manière cruelle au-dessus du seuil de pauvreté pour pouvoir les aider à s'adapter à leur future vie sur le trottoir. Alors, en plus, on ne va pas nous dévoiler, hein. Non, c'est du théâtre, il y a des surprises. Il y a des surprises et pas mal de surprises, même des surprises politiques aussi. Oui, mais sont-elles surprenantes? C'est une question. Quand même, elles sont surprenantes. Je ne crois pas que tout le monde pense à ça. Mais bon, c'est un spectacle qu'on peut découvrir très bientôt d'ailleurs. Alors, le spectacle a été joué à Beauvechain, à Wavre, à Nivelles, il vient d'être joué à Autigny, et c'est très agréable de voir comment les salles réagissent et comment le public est présent. Et là, nous jouerons le 23 mars dans un café-théâtre absolument fabuleux qui s'appelle Le Petit Chapeau Rond Rouge. Alors rien que ça, c'est un exercice de diction, hein. Le Petit Chapeau Rond Rouge, qui se situe à Etterbeek. Alors, il faut rappeler que c'est une écriture très enlevée, comique, hein. On est dans de la dérision complète et c'est très plaisant à regarder, à écouter. Oui, alors on devrait avoir honte de rire de cette question et de ce sujet, mais c'est vrai que c'est une comédie très très grinçante et finalement très drôle. Au départ, les gens ont parfois une certaine appréhension à oser le rire, en fait. Et puis, après, ils s'en donnent à cœur joie parce que finalement, c'est une manière de mettre la lumière sur une question qui nous touche tous et à côté de laquelle on passe, en tout cas, chaque jour. Alors, justement, cette question de cette fracture dans la société entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas, une fracture que l'on constate de plus en plus tous les jours, c'est une question qui vous inspire beaucoup, parce que c'est aussi une question qu'on retrouve dans votre roman, La statue du commandeur. Alors, là, La statue du commandeur, c'est un roman très, très grinçant, on peut dire, parce que ça va très très loin. C'est au sein d'une même famille, il y a eu un prêt d'argent entre deux cousins, et puis il y en a un qui se fait totalement arnaquer, c'est l'emprunteur, qui aurait jamais dû peut-être emprunter à son cousin, qui est, lui, un prédateur, en fait. Il est carnassier, on pourrait dire. Donc, il va faire fructifier son prêt. Alors, quel est votre regard sur ça? Je pense qu'il y a un peu d'autobiographie aussi, hein, parce qu'il est question d'un écrivain qui essaye de s'en sortir, et puis de quelqu'un qui, on peut peut-être l'identifier à la statue, au titre, à une statue du commandeur, hein, puisqu'il habite en face de cette statue, et qui est vraiment là, qui est issu d'une famille de comptables, en tout cas de financiers, et qui reste très dans la ligne droite, lui. Oui, c'est Il y a vous aimez ces oppositions, en fait.
Oui, je pense que c'est un regard qui est simplement une constatation sur ce que l'on vit tous chaque jour. Alors les éléments autobiographiques, je crois qu'il y en a dans chaque roman et que chaque auteur en met. Après, ça passe par des filtres et puis on fait des changements, on fait de la peinture et inévitablement ça change et c'est ça qui caractérise les personnages. C'est un couturier et en face de son atelier de couture, il y a un couturier haut de gamme, évidemment. Et en face, il y a une statue en bronze, le bras tendu, martial, qui lui donne toute cette sécurité dont il a besoin chaque matin. Et c'est quelqu'un qui vit de tableau Excel en tableau Excel et qui a déjà son plan de carrière, son plan de pension et sans doute son plan d'obsèques déjà réglé. Voilà, et le grain de sable va arriver. En fait, le plus intéressant, c'est toujours le grain de sable, finalement. Et le grain de sable va arriver parce que son beau cousin va lui emprunter de l'argent et ça va pas se passer exactement comme il l'aurait souhaité. Et là, il va y avoir une réaction. En fin de compte, le révélateur, comme dans toute situation, c'est le moment où quelque chose commence à coincer. Et à ce moment-là, les gens prennent une direction. Les gens se révèlent. Et il est un fait qu'on peut vivre un long fleuve tranquille à côté de tas de gens qui ne se révéleront jamais si la situation n'amène pas à un moment ce déclenchement par rapport à quelque chose. Donc c'est ça. Et puis après, je pense que toutes les familles s'y retrouvent parce que j'ai jamais vu une famille qui, après un passage devant un notaire ou pour une raison X ou Y ou parce que l'autre a perdu son boulot et qu'il faut... Les familles sont toutes dévastées. Alors, la question de la statue du commandeur, c'est de savoir où est-ce que l'on place l'argent. Est-ce que l'argent est une valeur immuable qui va décider de tout? Ou bien est-ce que c'est pas, quelque part, nous qui en décidons aussi, qui avons notre part de responsabilité, et peut-être également que l'argent est un prétexte à toutes les actions, et parfois souvent assez inacceptables et injustes, mais quelle est notre part à nous dans cette injustice-là? Mais je crois qu'à travers ce roman, vous avez un peu exploré tous les états d'âme, toutes les situations dans lesquelles on peut être confronté quand on a prêté ou emprunté de l'argent. Vous avez vraiment décortiqué, parce que ça va très loin quand même. La récupération de ce prêt, elle va... on se dit à un moment donné, il va y avoir un meurtre quelque part. Ça aurait pu, oui, effectivement. Mais en fait, j'ai voulu écrire ce livre donc à étage. C'est-à-dire que les gens qui le prennent au rez-de-chaussée, finalement, je pense qu'ils passent, enfin c'est les retours qu'on a chez l'éditeur, ils passent un bon moment, ils se sont bien marrés, on a des retours qui sont très chouettes comme ça, point barre à la fin. Voilà. Mais les gens qui montent dans les étages, qui le désirent, trouvent des portes qui sont entrouvertes et selon leur choix, leur volonté, ils peuvent rentrer dans un questionnement qui va effectivement rentrer dans une profondeur plus importante, qui prend les gens plus à corps et qui va aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas une prise de tête et c'est pas une obligation. Non, parce que c'est très drôle. Je veux dire, c'est écrit et de manière on reste dans la enlevée, drôlerie, mais caricaturale, je dirais. Mais quand même, la réflexion, elle va loin parce que on sent dans celui qui est fort accroché à l'argent, il y a plus de mal-être que dans l'autre. Il y en a un qui doit de l'argent, qui est culpabilisé parce qu'il doit de l'argent, qui ne sait pas s'en sortir, qui a un peu panier percé, et puis l'autre qui... s'il ne récupère pas, et il est tellement attaché à l'argent, on pourrait dire l'avare de Molière. Oui, il en est malade. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la 4e de couverture reprend c'est un regard différent sur la cigale et la fourmi de notre grand Jean de La Fontaine. D'ailleurs, je lui avais demandé l'autorisation de parler de sa fable. Il m'a toujours pas répondu. Enfin bon. Mais oui, c'est tout à fait ça. Et maintenant, comme vous le dites, c'est le positionnement de chaque personne. Alors, j'entends beaucoup de retours qui s'est sorti en mai. Il a rencontré pas mal son public et c'est bien. Et il y a des retours qui sont vraiment très intéressants parce que d'abord, les retours sont toujours assez positifs vers Boris, qui est l'emprunteur. Et curieusement, personne ne s'identifie à Barthes, qui est celui qui prête l'argent.
C'est curieusement, les gens vont vers Boris et Barthes, c'est jamais personne. C'est ça qui est assez fabuleux. Peut-être qu'on a tous un petit peu de Barthes en nous, il faudrait peut-être y réfléchir, mais je veux dire, personne ne prend ce personnage pour une part de lui-même, en tout cas. Alors, il y a quelque chose qui me fascine aussi. Donc, il y a une facilité d'écriture. Ce qui me fascine aussi, et que je retrouve dans d'autres écrivains qui viennent parfois sur le plateau, c'est une facilité à utiliser les métaphores. Des métaphores tout à fait incongrues, un peu à la belge comme ça, surréaliste. Ah bah c'est peut-être une marque de fabrique hein, de ce beau pays. Je sais pas, c'est peut-être le fait de vivre ici qui développe ce sens qu'on ne trouve pas dans toute la littérature, hein, il faut bien le dire. Le décalage, oui, c'est ça. C'est un élément décalé avec un regard autre. Oui, c'est très vrai. Alors, je sais que vous êtes professeur aussi de langue française, de la langue, vous connaissez bien. Il y a un travail sur la langue. Alors, comment vous procédez un peu pour écrire ces romans? Parce que j'ai l'impression que c'est presque tout le vocabulaire financier qui est expurgé, là. Oui, alors une précision, j'étais professeur de français, maintenant je me consacre complètement à la littérature et au théâtre, mais cette approche de la langue qui vient de l'enfance aussi est très importante. Et, bon, la manière que j'ai d'écrire, j'écris en flux continu, sans aucun tabou, sans aucune, je ne cesse pas, jusqu'à ce que le roman soit terminé. Donc ici, ce que vous avez dans les mains représente 242 pages, si je ne fais pas erreur. Il y en a eu plus de 600 qui ont été écrites. Donc on retrouve une partie cinéma, alors images, métaphores, on retrouve une partie de travail cinématographique après qui s'appelle le montage, et qui est pour moi le plus important dans l'écriture. C'est-à-dire que quand on a tout ce que l'on a pu explorer, tous les chemins que l'on a pu emprunter par rapport à tel personnage et telle situation. Après, on va garder le meilleur. Je vais prendre un exemple simple. C'est fort théâtral, en fait. On se demande... C'est visuel, oui. Oui, c'est très oui, visuel. Je ne peux pas écrire si je ne vois pas. Mais il y a beaucoup de dialogues aussi, c'est parlé. Oui, il y a un dosage, oui, c'est vrai. Il y a une grande facilité à écrire des dialogues. Et finalement, c'est pas un roman descriptif, c'est pas un roman... véritablement dans l'action, c'est vraiment un roman de dialogue. Et les dialogues amènent l'introspection. C'est dans l'introspection du personnage. Mais ça passe par les dialogues. C'est ces personnages qui se révèlent, qui parlent. Oui, mais c'est tout à fait ça. Il faut que ce soit pour moi le plus vivant possible, que ça puisse... Alors je suis un gros lecteur avant tout, et en tant que gros lecteur, j'ai aussi mes coups de cœur, et donc j'essaye de donner... Alors j'essaye, hein, ça c'est un travail... j'essaye de donner ce que j'aime recevoir quand je lis. Donc pour moi, un livre doit avoir un dynamisme, il doit avoir un dosage entre le descriptif et le dialogue, il doit savoir amener des points de rupture pour mieux relancer, et donc il faut utiliser tout ça pour pouvoir être toujours le plus en phase possible avec la personne qui vous donne du temps et qui lit, et qui va devoir s'approprier et découvrir des choses également. Donc ce travail-là est un travail qui est très très important, c'est le travail justement d'une forme de traduction de ce qui vient artistiquement au départ, mais qui après doit être utilisable et touchant, de préférence émouvant, pour chacun des lecteurs. Alors ça peut être aussi de la colère, de la tendresse, de beaucoup de rigolade. L'humour est un vecteur très important, mais si on met pas ça dedans, pour moi, je suis pas un lecteur heureux, et donc il me semble que je manquerais d'une certaine forme de relation, de lien avec le lecteur si je faisais pas attention à ces questions que vous avez soulevées. Alors, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, justement, vous parlez de montage, ce sont des techniques cinéma, de replacer les scènes au bon endroit, c'est un peu comme font les scénaristes qui travaillent avec des fiches et qui finalement disent cette scène-là, on peut la mettre là, ça, on peut la mettre là. Donc, on écrit comme ça des scènes, et puis après on peut les déplacer. C'est pas toujours évident dans un roman de faire ça.
Le gros problème, c'est qu'il y a toujours maintenant les bombardés par ces trucs formidables qui s'appellent des ateliers d'écriture, ce qu'on veut, ce qui est très très intéressant pour se retrouver ensemble autour d'une tasse de thé. Mais je veux dire, on n'apprend pas à écrire parce que ça ne s'apprend pas. Oui, il y a des techniques, mais je veux dire, ça ne s'apprend pas fondamentalement. Une fois que le texte est rédigé dans son entièreté, dans sa densité, après, effectivement, l'histoire, elle est le fil rouge, il est maintenant bien défini. À partir de ce moment-là, on prend des morceaux, on les remet avant, ou on les déplace, et ça donne le corps, vraiment la vie, ça tient debout. Et puis il y en a, c'est parfois cruel, on les prend et on les jette. Parce qu'il faut savoir, c'est peut-être le plus difficile, mais il faut savoir couper, jeter. Le ventre mou d'un livre, d'un film, d'une pièce de théâtre, c'est un moment très dangereux qui fait perdre le contact, le lien entre le lecteur et l'auteur. Et à partir de ce moment-là, tout d'un coup, la perte d'attention, comme une perte d'altitude dans l'aérien, fait que vous ne revenez pas, c'est très difficile. Il faut essayer d'éviter ça. Comment le faire? Par ces déplacements une fois que l'histoire est très solide, parce que c'est bien d'emmener quelqu'un avec... On est des raconteurs d'histoire, que ce soit de la littérature, du théâtre, du cinéma. Donc, il faut prendre les gens au départ, puis les amener jusqu'à la fin, en les tenant, en leur donnant envie d'aller à la page suivante, ou d'aller à l'image suivante. À partir de ce moment-là, ce travail-là est essentiel pour pouvoir donner vraiment l'intérêt, le dynamisme, le côté qui vous entraîne à la page suivante. Ça, c'est vraiment important. Alors, on sent dans ce roman que vous avez envie peut-être d'aller vers le cinéma. Je me trompe? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement visuel que ça pourrait... Et puis, il y a très peu... Enfin, je veux dire, les auteurs de comédie sont rares. C'est très difficile de faire de la comédie. Or, ici, on est quand même dans de la comédie pure. Oui. Comédie satirique, mais vraiment de la comédie. Oui, tout à fait, mais c'est le plus difficile. Tout le monde le reconnaît, vous avez totalement raison, c'est l'exercice le plus difficile dans le cinéma. C'est très très vite raté, une comédie. C'est rarement réussi. Quand c'est réussi, c'est brillantissime. Mais je veux dire, oui, c'est difficile. Hein. Alors l'histoire avec le cinéma, elle est marrante parce que, en fait, j'ai écrit un roman qui a été publié en 2018 et qui s'appelle « Pauvres de nous ». Il a été adapté, on a été très très loin, on était presque à la recherche de financement, le casting, et à partir de ce moment-là, notre ami Covid est arrivé, ce qui a fermé absolument toutes les portes, les fenêtres, les soupirails et tout ce que vous voulez, et puis qu'après, il y a un après-Covid que tout le monde connaît et qui fait que le pipeline n'arrive plus il y a à peu près 6000 films qui ne verront jamais le jour, qui ont été tournés. Nous, au moins, on a eu l'avantage de ne pas rentrer dans la phase du tournage. Ça s'est arrêté avant. Et comme après, ça commençait à devenir difficile, alors qu'en sera-t-il de La Statue du Commandeur ou d'autres romans? L'avenir nous le dira. Mais ça m'a énervé, comme je suis un têtu, j'ai pris Pauvres de nous, qui devient bande-annonce et qui tourne maintenant au théâtre. Voilà. Pouf. Faut pas se laisser faire, sinon ça marche jamais, n'est-ce pas? Alors, pour clôturer, j'ai peut-être envie de dire, est-ce que vous avez un petit extrait que vous auriez envie de lire? J'y ai pas pensé, mais si vous avez une idée, je me ferai un plaisir d'essayer de le faire. Moi, j'ai mis quelques points de repère. Je m'en doutais. Je vous laisse un Je peu ne sais regarder. pas pourquoi. Et en attendant, on peut donc rappeler, le livre c'est aux éditions Academia. On peut se le procurer là, c'est très plaisant à lire. On le trouve partout, dans toutes les librairies. Et on rappelle aussi bande-annonce. Bande-annonce, donc c'est la pièce qui sera jouée au Petit Chaperon Rouge. Chaperon Rouge, c'est difficile. Chaperon Rouge, dont le livret est publié aux éditions du Lion Zélé et qui se trouve aussi dans toutes les librairies. Mais au théâtre, il faut mieux le lire après. Le voir avant et le lire après, c'est mieux. Il y avait une raison? Non, j'en ai eu plusieurs. Je ne sais pas, vous pouvez un peu... Il y a La Statue du Commandeur, ou c'est quelque part. Oui, alors... allons-y.
Monique s'est arrêtée devant la vitrine d'un antiquaire du Sablon. Dans le reflet, elle lisait cette contrariété sur le visage de Barthes. « Laisse-leur un peu de temps, ma prune. Ce n'est pas facile pour eux. » Barthes a soupiré. « Ils ont déjà eu beaucoup de temps. Je n'ai rien contre Nora, la pauvre, elle subit. C'est la cigale, le coupable. Il remboursera, j'en suis sûr. Aucune explication, pas d'excuse, il ment, il fuit. Est-ce que l'on a besoin de cet argent, mon amour ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? La question n'est pas là. Il nous doit 10 000 €, il nous a emprunté 10 000 €, il doit nous rembourser 10 000 € selon les termes du prêt. C'est le principe. Sinon, on va où ? Nous récupérerons cet argent, je connais Nora, elle ne laissera pas la situation se pourrir. Elle a dépassé depuis longtemps le stade de la date de péremption. Barthes fusillait Monique du regard dans la vitrine de la boutique. Elle a murmuré « Tu te fais du mal, ma prune ». Voilà, c'est un peu le ton, et je crois qu'il y a plus drôle encore quand on lit le roman. Je rappelle donc, c'est aux éditions Academia. La statue du commandeur, et je pense que ça ferait, s'il n'y a pas de film, en tout cas une bonne pièce de théâtre aussi. On le verra, il est dans toutes les librairies, partout, et bientôt il sera au rayon des antidépresseurs dans les pharmacies. Et je crois qu'on peut vous rencontrer à la Foire du Livre bientôt. On sera à la Foire du Livre à Bruxelles, effectivement, et donc pour ce qui est du théâtre, ce sera le 23 mars à Bruxelles. Merci. Merci beaucoup de votre lecture attentive, chaleureuse, bienveillante et de cette invitation. Merci d'être venu. À une prochaine. On attend le prochain roman. Je crois qu'il y a une surprise annoncée en février. Je ne veux pas creuser ni vous forcer à raconter, mais on vous suit sur votre page Facebook. Oui, je viendrai vous en parler avec un grand bonheur. Merci beaucoup. Merci.